Allez, c'est dimanche, 10h. Dimanche dernier, casquette verte sur les marchés, nous avons conservé. Échec ou succès? Quelles sont les dernières infos clés? Économie, publication d'entreprise, qu'est-ce qui depuis a changé? Stratégie, niveau clé, voyons ça de plus près. Attends, je voulais finir par qu'est-ce qu'on fait sur les crypto-monnaies? L'un des deux rendez-vous clés économiques de la semaine, c'était le PIB aux États-Unis, quatrième trimestre 2022. C'était la première estimation parce que oui, il y en a trois. Et c'est la plus importante parce que c'est celle qui apporte le plus de surprises. Ensuite, ce sont juste des petits ajustements. On attendait 2,6% de croissance, il en est ressorti 2,9%. C'est bien évidemment en base annualisée. Et au troisième trimestre, on était à 3,2%. Il y a donc un ralentissement, oui, certes, mais moins important que prévu. L'investissement fixe, c'est-à-dire les dépenses des investisseurs particuliers et professionnels, a reculé de 6,7%. Mais alors dans tout ça, bonne ou mauvaise nouvelle? Je considère que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est mieux que prévu. Certes, ça n'a pas forcément été le cas au moment de la publication de ce chiffre, puisque les marchés se sont cherchés à ce moment-là. Et en fin de journée, ça a été plutôt le cas, puisque le SP500 a grimpé de plus de 1%, 2% de hausse pour le Nasdaq, et deux indicateurs complémentaires à suivre toujours. Le dollar américain, il a continué à se détendre, tout comme le taux à 10 ans qui reste toujours autour des 3,5%. Jusque-là, tout va bien. L'économie est solide, l'inflation se tasse. La question qu'on va se poser la semaine prochaine, est-ce que la Réserve fédérale américaine va nous proposer un cap beaucoup plus précis concernant ses taux directeurs? Parce que mercredi prochain, oui, on sait que la Fed va relever de 25 points de base ses taux directeurs. C'est en tout cas ce que je pense quasiment 100% du marché. La question, c'est après. Et aujourd'hui, 85% du marché estime qu'il y aura encore une simple hausse de taux lors de sa prochaine réunion qui aura lieu le 22 mars. Aucun changement de fusil d'épaule pour le moment. Tout roule et d'ailleurs vendredi on a eu le deuxième chiffre économique important, le PCE. C'est le CPI mieux pondéré qui avait été publié 10 jours plus tôt. Il est sorti conforme aux attentes, plus 0,3%. Autre bonne surprise, l'activité économique en zone euro. Et là, croissance inattendue pour la première fois depuis le mois de juin. Ça concerne l'indice des directeurs d'achat en zone euro qui mesure l'activité de l'industrie manufacturière et aussi des services. Et il passe enfin au-delà des 50. 50, c'est le seuil où au-dessus, c'est une expansion de l'activité. En dessous, c'est une contraction de l'activité. 50,2 au mois de janvier. Et là, Christine gâche la fête. Bon, en tout cas, elle dit pas d'euphorie quand même, hein, les gars. Oui, la présidente de la Banque Centrale Européenne a dit, je cite, « Les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne devront augmenter encore significativement » enfin significativement, hein, c'est tout ce qu'elle a dit, à un rythme régulier pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs et rester à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire. Depuis le début de l'année 2023, les indices européens mènent la danse, ils sont chauds. C'est suffisamment rare pour le souligner et pour le répéter. Parce qu'on le répète depuis quand même un certain temps. Pourquoi? Parce que les bonnes nouvelles, les bonnes surprises sont beaucoup plus importantes ici que là-bas. Ou là-bas. Je sais pas, c'est par où les States? C'est par là ou par là? Au nord! Bien plus au nord! Sur ce graphique, on voit avec l'indice ici matérialisé en violet. C'est un indice de surprise économique réalisé par Citigroup en zone euro. Et l'autre couleur, qu'on peut appeler une couleur cacadois. Pas vraiment du jaune, mais c'est pas vraiment... C'est l'indice de surprise économique aux États-Unis. Et ben lui, il baisse. Ça explique donc la surperformance des indices européens par rapport aux indices américains. Autrement dit, leur force beaucoup plus forte que les indices US. Voilà, si cette précision était nécessaire. Alors on sait jamais, hein, surperformance... Nous sommes en pleine saison de résultats d'entreprise. Et ça, c'est pour le quatrième trimestre 2022. 11% des entreprises de l'indice SP500 ont déjà publié et pour 67% d'entre elles, c'est mieux que prévu en termes de bénéfices nets par action. 64% d'entre elles font mieux que prévu en termes de revenus. Cette semaine, comme grosse publication, nous avons eu notamment Intel et Microsoft. Et elles sont plutôt prudentes pour le trimestre en cours, c'est-à-dire le premier trimestre 2023. Tesla, où beaucoup étaient relativement inquiets, parce qu'elle a baissé le prix de ses voitures en disant « Ah, c'est un signe de faiblesse », et ben elle a publié des résultats records. Elle a tout pété. 12,5 milliards de dollars de bénéfices nets pour l'année 2022. C'est 2 fois mieux
qu'en 2021, c'est même plus que 2 fois mieux, que je crois qu'on était à 5,5 milliards de dollars. L'action était à 100 dollars. Aujourd'hui, on est 60% plus haut, et ce, en 20 jours. Dimanche dernier, nous nous étions donc arrêtés à des indices américains qui étaient globalement dans des ranges. Ces petites phases d'oscillation, ils ont du mal à en sortir et tout, alors qu'en Europe, c'est to the moon. Ça pouvait prêter à confusion, parce qu'on avait toujours un dollar américain faible, des taux à 10 ans toujours détendus, beaucoup de volatilité, pas vraiment de flux clair, que ce soit d'ailleurs comme ça ou comme ça. Pour autant, nous avions conservé notre casquette verte, parce que les fameux seuils de polarité qu'on s'était fixés n'étaient pas enfoncés et surtout, on les a tenus. Les fameux 3900 points sur l'indice SP500 en daily, 11 300 points sur le Nasdaq et le plus faible des trois, l'indice Dow Jones, le seuil de polarité 33 500. C'est donc le sens prioritaire acheteur qu'on a continué à privilégier. Même chose logiquement sur les indices européens qui surperforment donc. Aucune raison de changer de casquette, même si on peut légitimement se poser la question ça a trop monté, je pense que ça va baisser. Un jour, mais ça va baisser. Je suis sûr. Détends-toi, respire. C'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, hein. Ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Installez-vous confortablement dans votre lit ou dans votre canapé et dites-moi quelle est pour vous la différence entre FOMO et suivre une tendance. Prenez le temps, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème, réfléchir et tout ça. De toute façon, je suis payé à l'heure, j'en ai rien à foutre. Certains emploient le terme FOMO à mauvais escient parce que, tout simplement, ils ont loupé une hausse. Ils n'ont pas profité d'une tendance haussière et disent qu'un jour, ils auront raison. Ça, c'est sûr. Donc, on part du principe que ceux qui achètent sont en mode FOMO. FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper un mouvement. De cliquer par émotivité. D'acheter sans plan. Sans money management. Je mets la maison, voire 3 fois la maison. Sans invalidation. C'est sûr. Sans stratégie d'intervention. Bref, au pif. Ça, c'est le FOMO. Alors que acheter dans une tendance haussière, c'est continuer à privilégier le sens de la tendance, tout simplement. À travailler à l'achat encore et encore. Jusqu'à ce que le marché te donne tort. Parce que peut-être que ce n'est que le début. D'accord. À quel moment est-ce que le marché nous donnera tort de continuer à acheter dans le sens de la tendance haussière? Lorsque il y a un niveau d'invalidation qui est atteint. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra changer de casquette. Ou du moins la ranger temporairement. Suivre une tendance est largement plus rémunérateur que de chercher systématiquement le point de retournement. Parce qu'une tendance ne se retourne qu'une seule fois et se prolonge X fois. Donc, tu as plus de probabilité de réussir, d'être acheteur quand ça monte, quand il y a une tendance haussière affirmée, puisque c'est l'analyse technique qui nous le montre. Et ce, même si tu as l'impression que ça a trop monté. Même si ça peut paraître difficile psychologiquement. Même si c'est beaucoup plus facile de dire attention, ça va baisser, que de prendre une décision concrète sur le marché, d'acheter ou de vendre. Alors ça, c'est sûr qu'un jour, la tendance va s'épuiser et même se retourner. Ça, c'est certain. Sinon, il n'y aurait qu'une tendance sur les marchés. Et peut-être même d'ailleurs que tu prendras une perte. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu as fait avant, pendant toute la montée? Qu'est-ce que tu as fait toute l'année? Chercher le point de retournement? Être à l'envers tout le temps? Ou tu as le plus possible et le plus longtemps possible accompagné une tendance. Voilà, alors je sais que ça fait beaucoup de questions, mais du coup, pour la prochaine séance, on tentera d'y répondre. Rendez-vous dimanche prochain, 10h prochain, je voulais dire, parce que je zozote. C'était une semaine plutôt plate en Europe, mais avec toujours une lame de fond haussière. Ça s'appelle tout simplement une tendance primaire haussière, comme on le voit ici en données 4 heures. L'indice CAC 40 a même fait des nouveaux plus hauts annuels, au-delà des 7110 points. Le DAX, lui, reste dans un étau de compression. Est-ce que c'est négatif pour la suite? Techniquement, non. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Lorsqu'on a des phases de latérisation, qu'elles soient en forme de range, de triangle, de biseau ou en forme de grosse... Ouais, maintenant, non, j'ai pas pris mes cachets. Je vais prendre mes cachets. C'est ce qu'on appelle une tendance secondaire. Plus de chances de sortir dans le sens de la tendance primaire et vu qu'elle est haussière, par le haut. Mais est-ce qu'il y a 100% de certitude? Je suis désolé de te décevoir. Non. C'est pour ça qu'on appelle toujours ce qu'on appelle des niveaux d'invalidation.
indications sous lesquelles on se remet en question. On prend sa perte si on est positionné sur le marché et à ce moment-là, on peut dire je te l'avais bien dit que ça allait baisser. Ah bah je te l'ai dit. Pas vous voulez m'écouter, tu m'as pas écouté, ben voilà. Forcément, si tu l'as dit tous les jours pendant toute la montée, C'était un peu plus punchy cette semaine d'ailleurs aux États-Unis. Tous les seuils de polarité ont tenu, sens prioritaire acheteur, même si on doit avouer que c'est toujours relativement poussif, comme par exemple sur l'indice Dow Jones, qui est toujours dans un range latéral daily. L'indice SP500, lui, doit encore passer cette oblique descendante qu'on a depuis le début de l'année 2022. Hop, mon Xav, bonjour tout le monde. Attention, l'oblique baissière hebdomadaire 2022, la robe, elle est en train d'être cassée. Elle est cassée et certainement elle va être cassée et validée en clôture hebdomadaire. Et en plus, on a également une cassure haussière hebdomadaire validée de la MM50 hebdo. Donc oui, moins punchy, mais on ne peut pas le nier, la tendance reste haussière. Et la cassure de cette oblique hebdo, notamment sur le SP500, ouvre encore probablement une nouvelle dynamique haussière et voire encore des plus hauts sur le SP500 et sur l'ensemble des indices. Alors oui, ça peut paraître fou, notamment sur les indices européens, c'est pour ça qu'ils temporisent avant de prendre une telle hauteur très rapidement. Alors, on va quand même juste faire un petit attention là. J'aime pas le terme, vous le savez, j'aime pas le terme prudence, mais plutôt méfiance par rapport au taux de la Fed qui arrive mercredi. D'accord, peut-être que la Fed va vouloir calmer un peu cet emballement impressionnant des marchés, mais pour l'instant, objectivement, factuellement et de manière constructive, pour l'instant, tous les signaux sont ouverts. Le SP500 est en train de valider cette cassure d'oblique hebdo qui était la robe baissière 2022, donc ça c'est top. Maintenant simplement, je voudrais vous donner une petite astuce, indépendamment de tout ça, de ces signaux positifs qui perdurent et qui se multiplient concernant votre trading. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler sans stop, mais apprenez à travailler avec une invalidation. Par exemple, moi toute la semaine, là, j'ai fait qu'acheter le SP500 non-stop. Pourquoi? Parce que j'avais une invalidation claire. Mon invalidation, elle était même courte. C'est sous la mèche qu'on a fait, je crois que c'est mardi de mémoire, mardi dernier, la mèche sur 3948. Et ben, à partir du moment où j'ai cette mèche journalière, cette mèche basse, et ben, j'étais très à l'aise pour reprendre sur chaque signal la tendance haussière en cours. À savoir que mon stop, il était clair, il était sous cette mèche et depuis, je fais qu'acheter. On fera, à mon avis, on a pas mal d'interviews, pas mal de choses à faire avec Xav, mais simplement, je vais pas vous prendre trop de temps ce matin pour le débrief hebdo. Déjà, bravo et merci pour tout ce travail, mais il faut vraiment que vous appreniez à travailler avec une invalidation. C'est le plus important. Une invalidation, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire mettre un stop court. Des trades intraday avec des stops courts, ça marche une fois, vous perdez une fois, ça marche une fois, vous perdez une fois. Le but, c'est d'y aller et de charbonner à fond dans le sens de la tendance quand vous avez une invalidation journalière claire. Moi, vous pouvez demander sur IBT, je passe ma vie à chercher une invalidation journalière claire. Une fois que je l'ai, go et go. Bon, voilà pour ma petite intervention. Je vous embrasse toutes et tous bien fort et excellent dimanche. À plus tard. Et le Nasdaq revient sous une zone de résistance. C'est autour des 12 000. Alors, quitte à se tromper, tout en relevant progressivement les niveaux d'invalidation, notamment en intraday, voire même d'ailleurs les niveaux d'invalidation en daily, on continue à travailler dans ce sens-là. Par exemple, sur l'indice SP500, on peut relever les niveaux d'invalidation sous les plus bas de la veille. Sous une moyenne mobile horaire aussi, par exemple. Le pétrole, quant à lui, s'attaque à la borne haute d'un canal baissier. Pic de volatilité probablement à prévoir au cours de ces prochains jours pour pouvoir notamment s'en extraire. L'or marque une pause, mais il ne remet absolument pas en cause cette dynamique haussière et ce tant qu'il reste au-dessus de cette ligne bleue, c'est la moyenne mobile à 20 jours. Autour des 1900 $, tant qu'on est au-dessus, ça va. Pour résumer, c'était une semaine calme, positive encore une fois, hausse larvée mais hausse tout de même, dans le sens de cette tendance primaire haussière. Alors on continue dans le même sens, calmement, sans conviction forte, juste avec ce qu'on voit et pas avec ce qu'on veut. Toutou YouTube, on en est où? On n'en a pas parlé encore, Toutou YouTube. 1700 points de hausse? Ah quand même, depuis le bas de range. Ça fait combien ça? 7% de hausse. Ah ouais, ah quand même. Donc du coup, Toutou YouTube, ça marche. C'est l'astuce que j'avais. Si t'es émotif, toujours en stress, ça monte, ça baisse, oulala, je coupe, je renforce, je reprends, je fais quoi? Avec des décisions pourries, fais 50 pompes à chaque fois que tu te mets sur des graphiques, 15 minutes, voire 5 minutes, et tu verras, ça va vite te calmer. Tu t'en doutes sûrement, c'était plutôt calme sur les cryptos, dans des phases de range daily, sur la capitalisation totale. Bitcoin et Ethereum en daily sont bloqués. Pourquoi je dis tu t'en doutes?
peu comme sur les marchés traditionnels. Alors ça nous a pas empêché de continuer à travailler dans le sens de cette tendance primaire haussière, voire même d'ailleurs sur repli sur des zones clés comme on l'a fait par exemple sur Ethereum qui nous a gratifié quand même d'un premier objectif rapidement, mais aussi de travailler certains altcoins comme par exemple Matic. Alors je fais le mouvement avant même d'ailleurs d'expliquer ce qui s'est passé, qui était dans cette configuration donc que j'aime bien. Je l'ai expliqué tout à l'heure par exemple. On a d'abord une tendance primaire haussière, une phase de latéralisation de consolidation matérialisée par un triangle ascendant, des plus bas de plus en plus haut, ce qui veut dire que les acheteurs ont de plus en plus faim et reviennent à l'achat avant même que les plus bas précédents soient atteints. Beaucoup plus de chances d'en sortir par le haut, dans le sens de la tendance primaire que l'inverse. Ça n'a pas loupé. Elle a pris 10% dans la foulée, peut-être même plus d'ailleurs au moment où tu regardes cette vidéo. Alors ça marche pas tout le temps. Le tout est de gagner quand ça se passe bien, de pas couper tout de suite dès que c'est parti, de prendre 8-10% sur un premier objectif, sur une partie de la position, de laisser courir ensuite le sol parce que on est toujours dans cette tendance haussière, et de ne pas perdre quand ça ne part pas, de ne pas être frustré. C'est pas grave, on se prend un stop loss ABE, je m'en suis pris quelques-uns cette semaine, c'est pas grave. On a eu d'ailleurs la même chose sur Flux qui est parti. L'objectif pour la semaine à venir, ça va être de continuer de travailler de cette manière-là, progressivement, avec des niveaux d'invalidation qui sont relevés. Et s'ils sont enfoncés, on réduira l'activité parce que c'est vrai que sur certaines cryptos, on arrive quand même, on est déjà d'ailleurs sur des hauts de range daily, comme par exemple sur BNB. Ils ont été atteints, mais pour le moment, il n'y a pas de signal de retournement baissier non plus. Donc oui, on peut continuer sur cette lancée, même si c'est sûr que dans un contexte de marché de range, c'est normal, il y a moins d'opportunités. Ça demande plus de rigueur et plus d'énergie quand il y a tout le marché qui monte en même temps. C'est plus facile. En même temps, moi je trouve que ça reste instructif, ça permet d'acquérir plus d'expérience, travailler la discipline et tout simplement continuer à voir le verre à moitié plein. Preuve en est d'ailleurs puisqu'il y a des opportunités. Après oui, c'est sûr, il faut être plus actif, plus disponible. Semaine prochaine, il y a encore beaucoup de publications d'entreprises. La Fed va s'exprimer mercredi soir et il y a aussi déjà, oui, le NFP, l'emploi mensuel aux États-Unis, on est déjà au mois de février, Déjà un mois sur 12 passé en 2023, ça passe vite, Et autre événement, mercredi à 14h, les gars, après un an de boulot. L'heure de l'accouchement a sonné. Nouveau site IVT, nouvelle appli aussi. C'est tout ce que j'avais à dire. Rapidement, pour terminer et conclure cette application, cette nouvelle application, ce nouveau site, l'objectif c'est quoi? C'est tout simplement avant tout d'avoir en poche, avec soi, sur son téléphone, sur son PC, un accès direct aux informations de marché de manière la plus visible, la plus pratique et la plus objective possible. Que ça soit via un audio, via un graphe, via une vidéo, on pourra tout faire. Et vraiment, le but, c'est encore une fois de ne pas vous laisser seul, de trader ensemble, de réussir ensemble et surtout de vous accompagner au quotidien H24. Voilà, je sais qu'en un clic, de manière très simple, très efficace, je pourrais vous adresser le message clé du jour ou de la semaine ou du mois ou de l'année que j'ai envie de vous faire passer là où il faut aller, là où il y a de l'action. Et vraiment, c'est important pour moi. Et en plus, au-delà de ça, j'espère que la nouvelle ergonomie, de manière beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple, beaucoup plus constructive, vous permettra à l'ensemble des membres de la communauté d'échanger de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Voilà, voilà. Merci pour la force au travers de vos likes, donc pas comme ça mais plutôt comme ça. Vos avis et toutes vos réactions en commentaire. Je lis tout, même si je réponds pas à tout, je lis tout. Et surtout, passez un bon dimanche et à très vite. Ciao.